Bonjour à tous. On va pouvoir commencer la conférence, donc merci à tous d'être là et je vais laisser Robin Amaché commencer avec un petit mot de bienvenue. Bonjour à tous et à toutes. Avant de laisser donc Maëlle Truchement, qui est notre président de l'association, et Wissam Lasfar, qui est le CTO, nous présenter vraiment le projet et les détails du projet, moi je vais vous donner une petite introduction avec un peu de contexte. Donc le projet dont vous allez voir les progrès ce soir, le REF, le projet il a commencé en 2022 avec une mise à l'eau qui est prévue quand même pour 2026. Ce qui veut dire que les étudiants qui ont initié ce projet, ils sont soit déjà diplômés et dans la vie active, soit ils vont l'être d'ici la mise à l'eau. Donc dans le contexte d'une société où la tendance elle est plutôt au tout de suite et à la gratification immédiate, je trouve assez remarquable que des jeunes soient capables de travailler d'arrache-pied, d'y mettre bien souvent leur soirée, leur week-end, une bonne partie de leurs vacances, pour quelque chose qui, à l'échelle des études, s'inscrit plutôt dans le temps long. Ce n'est pas très habituel. Donc on peut se poser la question de pourquoi un tel investissement. Alors je pense qu'il y a autant de réponses que d'étudiants, hein. Chacun a ses motivations propres, mais je pense quand même qu'on peut tirer des grandes lignes. Et je pense que ce projet, il est porteur de sens à la fois pour la formation. Donc les étudiants se retrouvent avec quelque chose de concret sur lequel ils vont pouvoir appliquer leur savoir et ainsi beaucoup mieux l'assimiler. Je pense qu'il y a du sens par les valeurs qu'ils véhiculent. Donc on a la durabilité, on a la collaboration, on a la persévérance. C'est pas évident, il y a des galères, mais on les résout. Et je pense qu'il y a beaucoup de sens par le tissage de liens, finalement. Donc des liens entre les étudiants eux-mêmes, des liens avec les professeurs, avec les coachs, avec les ateliers professionnels, avec les sponsors et avec les partenaires industriels. Donc au final, je pense qu'on peut dire que Swiss Solar Boat, c'est une grande famille dont on fait tous partie, dont vous faites partie. Et donc, pour conclure, j'aimerais dire qu'on est ravis de vous avoir ce soir et je passe la parole à Wissam et Maëlle. Merci beaucoup Robin. Donc bonjour à tous. Pour commencer, la plupart d'entre nous et la plupart d'entre vous nous connaissent. J'aimerais bien vous reposer le contexte parce que chaque année on se retrouve pour ce remerciement partenaire et c'est important pour moi de rappeler ce sur quoi on vous a laissé l'année passée pour pouvoir vous montrer toute l'évolution du projet depuis là. Donc pour ceux qui le savent, le projet a commencé en 2019 avec la création de Swiss Solar Boat. On avait commencé avec un Baby Prao qui était au fait notre module de test, notre prototype de test, pour tester tout ce qui va être le design du futur bateau, qui sera le Swiss Solar Boat. Au fait, le fait de commencer avec un projet comme celui-là, ça nous permet de maîtriser les technologies de base, donc les technologies de foil, de batterie. Et c'est là qu'on passe à déjà un scale plus haut, avec le design d'un nouveau bateau, un bateau asymétrique qui intègre des panneaux solaires, des batteries. Tout ça, ça nous permet d'avoir beaucoup de background, de formation sur tout ce qui est l'aspect du contrôle, la gestion des foils, la gestion d'un prototype avec un pilote dessus, ce qui n'est pas rien en tant qu'étudiant. Et c'est là qu'on a eu ce challenge de se dire, au fait, le bateau pourrait aller à Monaco, le bateau peut faire la compétition, mais c'est quoi ce qui peut aller en plus? Et on a choisi du coup d'hybrider le bateau, de vouloir pousser le vecteur énergétique plus loin, de se dire le solaire c'est intéressant, mais on a une principale limitation qui est l'autonomie. Et comment on peut venir régler cette limitation d'une certaine manière? C'est le fait d'ajouter un nouveau vecteur énergétique sur le bateau qui permet de combiner deux types d'énergie et d'augmenter du coup l'autonomie de ce bateau. Et comment on a voulu concrétiser cette phase-là? Ça a été par la traversée Lausanne-Évian. Cette traversée Lausanne-Évian, ça a été un step hyper important pour l'équipe parce que c'est une route emblématique. Elle représente la grande majorité du trafic de personnes sur le lac Léman. Et au fait, le fait de montrer qu'on est capable de faire cette route avec un bateau qui est hybride solaire-hydrogène, ça prouve qu'on est capable de décarboner un secteur maritime qui a besoin de ce genre d'innovation et de ce genre d'étudiants qui viennent pousser les limites. On vous a aussi laissé l'année dernière donc, sur cette traversée parce que, au fait, pour nous, c'était le moyen de tester des nouvelles technologies qui vont être utilisées sur le REF à plus haute échelle. Et ce qui est génial avec ça, c'est qu'on a prouvé la faisabilité avec cette traversée Lausanne-Évian et que Monaco, qui nous aime beaucoup, qui est la fameuse compétition du Monaco Energy Boat Challenge, veut nous revoir cette fois en tant que démonstrateur. Le but de ce démonstrateur, c'est de montrer qu'on a été capable de partir d'un bateau solaire fait pour cette compétition et maintenant de prouver qu'on va un step plus loin en incluant une nouvelle type d'énergie.
Donc voilà, on remercie Monaco pour ça. Pour nous, ce qui va être génial, ça va être une team de 20 personnes. On va se préparer aussi à cette ambiance pour pouvoir amener le REF, notre futur bateau dont on va appeler après, pour pouvoir continuer l'aventure humaine qu'on est en train de vivre. Donc on en arrive à ça, ce nouveau bateau. Une fois qu'on a de l'expérience sur l'hydrogène, au fait, on a une vision assez complète de toutes les compétences qui sont nécessaires pour avoir un bateau de cette envergure. Et comme vous le voyez à chaque fois dans le process, on a toujours une phase de design, ce qui est ce sur quoi on vous a laissé l'année passée, avec le reveal du nouveau bateau. On a une phase de production, dont Wissam va commencer à parler après. Et on termine avec une phase d'opération, qui va être la compétition de Monaco et toute la suite de vie de ce bateau. Donc je vais laisser la parole à Wissam maintenant pour vous présenter toutes les avancées qu'il y a eu sur une année, qui a été une très belle année pour nous. Bonsoir à tous, merci d'être présents ce soir. Comme l'a dit Maël, moi je vais vous parler un peu plus des spécificités du bateau et de tout ce que l'équipe a pu réaliser depuis l'année dernière. Donc petite piqûre de rappel, on fait un bateau qui est du coup un petit peu plus gros, plus puissant que le précédent. On aura un pilote et 2 passagers, on aura une vitesse de croisière de 25 nœuds et une top speed de 35, une autonomie qui sera plus grande que le précédent, de 150 km, et on reste sur un bateau du coup qui est sur foil avec 2 vecteurs énergétiques, qui est hybride, solaire et hydrogène. Du coup, maintenant je vais vous parler un petit peu plus de son design, pourquoi on l'a designé comme ça, et en particulier du coup sur la structure du bateau, donc sa coque. En fait, grâce aux équipes précédentes et à la LCA que l'équipe avait pu faire, en fait on s'est rendu compte que ce qui avait le plus d'impact d'un point de vue environnemental, c'était la fibre de carbone, et en particulier le moule du bateau, parce que ça a une épaisseur de 10 mm. Du coup, ça requiert énormément de fibres de carbone et ça, son impact, c'est terrible. Du coup, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il faut qu'on trouve une alternative pour réduire notre impact environnemental. Et sur le graphe à droite, en fait, vous pouvez voir du coup en bleu ciel tout à droite un graphe qui représente en fait si on faisait un bateau tout en bois, en contreplaqué marin. En fait, on se rend compte que le bateau, il serait très très lourd et qu'on aura un impact environnemental quasiment faible. En revanche, si on regarde à gauche pour un bateau qui est tout en carbone, c'est l'inverse, on a la situation opposée. Du coup, on a un impact environnemental qui est très élevé et un poids qui est super léger. Et du coup, l'idée, c'était de trouver un petit compromis quand même pour pouvoir avoir des spécificités un peu intéressantes et aller à des hautes vitesses. Et du coup, on s'est tourné vers une solution hybride, comme vous pouvez le voir, avec du coup une réduction de 85% sur l'empreinte carbone et une augmentation du poids de 15%. Et du coup, la coque, elle est faite, c'est un sandwich. Du coup, le pain de ce sandwich, c'est de la fibre de carbone. Et au milieu, la viande, la salade, c'est du bois, c'est du contreplaqué. Du coup, toute l'année dernière, ça a été une phase de design, de préparation à cette production. Dans notre vie, je pense qu'on ne produit qu'une seule fois un bateau. On ne sait vraiment pas faire. Du coup, on a la chance d'avoir des coachs à l'EPFL, que ce soit le Skill ou des laboratoires comme le LPAC que je remercie. Parce que du coup, on peut énormément discuter avec eux, faire plein de tests. Et là, du coup, vous avez un petit aperçu des petits échantillons, des tests méca, du processus qu'on a pu tester. C'était pas facile parce que du coup, on connaissait pas vraiment ce processus. Et l'idée, c'était de se préparer au mieux avant de commencer la production du coup l'été dernier. Maintenant, pour vous parler un petit peu plus du coup de cette coque qui est un peu hybride contreplaqué carbone, l'idée, ça a été de pousser un petit peu plus loin la réflexion et de voir en fait si c'était faisable et applicable dans le monde réel. Du coup, on s'est rendu compte que notre procédé, par rapport à un procédé classique avec un moule en fibre de carbone, ça requiert quand même un peu plus de travail. Si on regarde, c'est 28%. Ça correspond à 5 personnes qui travaillent 8 heures pendant 10 jours. Donc oui, c'est un petit peu plus, mais pour la réduction d'impact environnemental, c'est quand même appréciable. Et par contre, la différence entre nos deux méthodes de production, c'est aussi la réutilisation du moule. Parce que nous, du coup, on s'est servi de notre moule, mais notre moule, il se retrouve à la fois aussi dans le cœur de notre sandwich, vu que c'est le bois. Et en fait, si on regarde le graphique à gauche, ici, on a 2 bateaux qui sont faits en fibre de carbone avec du coup un moule en carbone, et on peut voir que du coup l'impact environnemental, il est terrible par rapport à notre solution hybride. Et si on regarde le graphique juste à droite, le scaffold, du coup, c'est le moule que nous on a pu fabriquer de nous-mêmes. Du coup, c'est un moule qui est juste en bois en aggloméré. Et tout à droite, on a le moule traditionnel, et on voit que la différence, elle est énorme, et que du coup, en fait, l'idée de l'association de base de se tourner vers cette solution hybride s'avère être une très bonne solution. L'été dernier, on a enfin pu démarrer cette production après 2 années de design. On avait vraiment hâte de
pouvoir entamer cette phase. C'était des moments très très durs pour l'équipe. On s'est pris la tête plusieurs fois, beaucoup de galères, mais on a été très contents de ce qu'on a pu faire. Je vous dévoile pas tout parce que l'idée, c'est d'aller voir le bateau juste après. Mais on a passé 75 jours à Blue Factory à Fribourg. Donc c'est plus de 4200 heures de travail de la part de l'équipe qui a sacrifié tout son été pour produire ce bateau. Donc merci à vous. Et voilà. Ensuite, maintenant je vais vous parler un petit peu plus de ce qui a été fait cette année, en repassant un peu les divisions techniques de l'équipe. Donc d'un point de vue structure, l'idée c'était de continuer cette phase de production tout en terminant les designs de nos différentes pièces. Typiquement, on a pu se concentrer sur finaliser les designs de nos capots, comme on peut voir, à l'avant du bateau, à l'arrière. On a deux capots. À l'avant, celui de l'avant, il nous permet d'accéder à notre réservoir hydrogène et à nos composants électroniques. Et celui à l'arrière, il nous permet d'accéder aux foils à l'arrière, parce que l'idée, c'est de pouvoir rétracter nos foils. Ensuite, en parallèle, dans la team structure, il y avait beaucoup de personnes qui ont continué cette phase de production et d'intégration dans le bateau. On s'est concentré sur le cockpit, qui a beaucoup d'éléments. Et à l'instar de la coque, le cockpit, lui, il n'est pas fait en fibre de carbone, il est fait en fibre de lin. Toujours dans cette vision qu'on a dans l'assaut de réduire notre impact environnemental. L'idée, c'est que toutes les pièces non structurelles du bateau ne sont pas faites en fibre de carbone pour pouvoir réduire cet impact environnemental. Et d'après nos estimations, le bateau pèsera 1200 kg, du coup sans les pilotes et le pilote et les passagers. D'un point de vue hydro, on n'a pas tout à fait démarré la production. Sur l'ensemble arrière, l'idée c'était de terminer aussi cette phase de design et de préparer la production. Donc l'ensemble arrière, l'idée c'est qu'il puisse nous donner la direction du bateau et aussi régler l'angle d'attaque de ce dernier. Ça pèsera environ 10 kg et l'idée c'est qu'on produise ces appendices hydrodynamiques avec un de nos partenaires en fibre de carbone à pli fin. Ensuite on a notre portique, du coup c'est les foils à l'avant. Qu'on appelle la ganterie. L'idée, pareil, ça a été de préparer cette production. Là, on est content parce qu'on arrive sur la fin de semestre et avec notre partenaire, on va lancer cette production des appendices hydro. C'est des pièces qui sont cruciales pour la stabilité du bateau et qui ont besoin d'énormes précisions. En plus de ça, ces foils, l'idée, c'est de pouvoir les rétracter. C'est fait de manière automatique. Pourquoi on veut les rétracter? C'est d'un point de vue pratique, quand on arrive au port, c'est plus facile de pouvoir rétracter le bateau pour pouvoir le mettre sur une remorque et éviter de le gruter à chaque mise à l'eau et à chaque fois qu'on veut le rentrer. Et la partie où on a pu commencer cette production dans le pôle hydrodynamique, c'est sur la torpille. Du coup, on a deux torpilles dans lesquelles se trouvent nos deux moteurs de propulsion. Comme vous pouvez le voir, on a une petite vue éclatée de l'ensemble des pièces. Il y a plus de 60 pièces par torpille. La torpille, elle a un design hydro, évidemment, pour réduire la traînée du bateau. Et on a pu démarrer cette phase d'assemblage pour que justement on puisse tester nos moteurs avant de les intégrer sur le bateau et de se retrouver avec quelques petites surprises. Enfin, si on passe à la partie électronique et énergie, comme elle l'a dit, on a deux vecteurs énergétiques, l'hydrogène et nos batteries avec les panneaux solaires. Et on a deux niveaux de tension. Un niveau de tension à 650 volts qui comprend du coup notre système hydrogène et notre batterie avec les moteurs, et notre système basse tension à 24 volts, avec du coup les panneaux solaires, la batterie basse tension et l'électronique dans le cockpit. Là, vous avez un petit schéma du circuit électronique basse tension dans le bateau. Je sais que ça ne ressemble pas à grand-chose, mais c'est pas grave. L'idée, c'est de se rendre compte qu'il y a énormément de travail. On ne comprend pas forcément, mais ça requiert énormément de travail pour toute l'équipe. Et comme vous pouvez le voir, il y a énormément de composants. Et l'idée, c'est avant de pouvoir intégrer ça dans le bateau, c'est de réaliser des bancs de test. Et en fait, c'est l'image que vous voyez juste au-dessus, où en fait, tous les petits systèmes, toutes les petites boîtes vertes que vous voyez un petit peu de partout, elles se retrouvent là-haut, qu'on puisse les tester avant de les intégrer dans le bateau. Parce qu'après, quand on se retrouve sur le bateau, il y a toujours plein d'autres galères. Et du coup, en fait, ça permet d'anticiper tous ces soucis à toute l'équipe. Enfin, du coup, cette année sur le système haute tension et hydrogène, du coup, c'est un peu le système le plus compliqué du bateau, vu que c'est le vecteur énergétique qu'on connaît le moins, notre pile à combustible à hydrogène. Surtout que là, maintenant, on est passé de 2 kW sur le DAU à une fuel cell maintenant de 60 kW. Donc, on commence à rentrer dans des hautes puissances. Et cette année, on a eu la chance
de pouvoir aller à Belfort, au FC Lab, qui est un laboratoire pour pouvoir tester des piles à combustible. Et on a une petite délégation, vous pouvez voir, qui s'est rendue là-bas, avec cet énorme fuel cell et tout le système pour pouvoir tester l'ensemble et voir si on allait réussir à le faire fonctionner. Puis bonne nouvelle, ils ont réussi après une bonne semaine de debug, de nombreuses fuites, mais je pense qu'ils vont en garder des très bons souvenirs, malgré les heures à chercher les fuites. Et enfin, vous avez deux images, un rendu 3D et la réalité juste à droite de nos premiers packs de notre batterie haute tension. Du coup, comme je l'ai dit, c'est 650 volts, on commence à être dans des hautes tensions. C'est designé par nos étudiants, par nos membres, et c'est également produit par nos membres. Et tout ce système, ça requiert énormément de sérieux de la part de nos membres, d'établir des procédures, de prendre le temps, de bien comprendre les systèmes. Et ce que je voulais dire, c'est que tout ça, c'est aussi compliqué pour nous et qu'on a de la chance d'être suivis. Et du coup, je voulais qu'on remercie ce soir André Oder de nous suivre pour nous guider sur ces projets-là. Maintenant, d'un point de vue plus impact environnemental, on a continué l'analyse de cycle de vie du bateau, non seulement parce que c'est des données importantes et qui nous tiennent à cœur pour l'équipe, mais en plus parce qu'on doit faire une analyse de cycle de vie pour retourner à la compétition au MEBC. Ce qu'on peut voir, c'est que on a la chance, on a deux bateaux, du coup on peut facilement les comparer. À gauche, on a le DAU, à droite, le REF. Là, tout de suite, ce qu'on peut se dire, c'est que le REF, en fait, il est terrible. On s'est dirigé vers une solution qui est pas ouf, vu qu'on a 32 tonnes de CO2. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on regarde ce graphique à gauche, la première colonne en bleu, c'est l'impact environnemental du DAU. La deuxième, c'est toujours le DAU, mais là, on a rajouté le range extender, donc c'est le module à hydrogène. Et en fait, on se rend compte que quand même, ça a un impact. Et en fait, forcément que le REF il va avoir un impact environnemental qui est plus conséquent, parce que du coup, on a plus de puissance, plus d'autonomie et plus de passagers. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir comparer ces deux chiffres, mais d'une manière un peu plus standardisée. Et pour ça, on a utilisé une unité de mesure qui fait un peu plus de sens, où en fait, on divise cette émission CO2 par du coup l'autonomie du bateau et le nombre de personnes à bord. Donc en fait, à droite, on a 3 personnes à bord, et à gauche, on n'en a qu'une seule. Et ici, on a 25 km d'autonomie, tandis qu'à droite, on en a 150. Et en fait, là, tout de suite, on se rend compte en fait, que par personne et par autonomie, l'impact environnemental, il est énormément réduit. Et qu'au final, l'équipe, elle s'est dirigée vers une solution qui est viable et qui fait sens. Maintenant, d'un point de vue un peu plus timeline, comme on l'a dit, maintenant, on est dans une grosse phase de production qui requiert énormément d'énergie pour toute l'équipe, plein de détails à chapeauter. Et l'idée, c'est que l'année prochaine, on continue cette phase de production, mais à la fois d'intégration sur tout le bateau, vu qu'on a pu réaliser nos différents bancs de test. Et l'idée, c'est que potentiellement, on arrive à mettre le bateau à l'eau début 2026 et qu'on retourne à Monaco au MEBC en 2026, du coup, dans notre nouvelle catégorie. Je laisse la parole à Maëlle. Merci Wissam. Ce qui est important à voir, c'est que tout ce qu'on vous montre là, c'est beaucoup de travail technique, et tout ce travail technique, c'est en vue de nous amener à Monaco. Monaco, c'est un peu le but qu'on a toujours eu avec l'association, donc déjà avec le DAU, de vouloir aller à cette compétition, de se challenger avec d'autres équipes, et c'est ce qu'on essaie de refaire avec ce REF. Mais ce REF, donc ce nouveau bateau, il a des buts beaucoup plus larges. On n'a pas que l'aspect compétition, on essaye de prendre du recul et de se dire, au fait, il y a tout un écosystème autour de nous sur lequel on peut avoir un impact. Et c'est important de prendre ce recul pour se dire, d'accord, il y a le bateau pour l'aspect compétition, mais comment on peut amener cet impact en termes de, je vais le parler plus tard, mais de hub de mobilité nautique durable, le fait de comparer différents moyens de mobilité et d'essayer de trouver quelles sont les meilleures solutions à proposer à la société aussi en termes de prise de conscience. Et ça, c'est un des travaux qui est réalisé dans le pôle Sustainability. Donc, comme Wissam en a parlé avant, on parlait d'analyse de cycle de vie. Tout ça, c'est des moyens et des métriques hyper importantes pour nous permettre de comprendre l'impact environnemental qu'on a. Et un des projets, c'était de se dire, bon, la route Lausanne-Évian, elle est chouette, mais symbolique aussi. Comment on peut relier ça à une cause un peu plus large? Et il y a cet aspect de choisir entre différents moyens modaux. Donc il y a cet aspect entre choisir d'une voiture diesel à une voiture électrique. On voit qu'on réduit déjà sur le graphe ici de moitié l'impact environnemental qu'on a. Et si on passe à un bateau qui forcément a un trajet plus court, mais un bateau diesel, à un bateau avec une pile à combustible, et on voit que l'impact économisé est juste phénoménal.
économiser à peu près de plus de 93% d'émissions carbone, c'est quelque chose qu'il faut qu'on garde en tête, et c'est là aussi, nous, on essaye de se positionner pour montrer que par ce changement de pensée et par ces technologies qu'on développe, on peut les intégrer dans d'autres systèmes, dans d'autres bateaux, dans d'autres moyens de transport, et être capable de faire un réel impact sur notre moyen de déplacement. Ensuite, dans ces réflexions qu'on a un peu plus larges, il y a cette histoire de port autonome. Donc c'est de se dire, d'accord, on a le bateau va au port. Et pourquoi pas avoir un impact aussi sur le port? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un bateau, en moyenne, sur une année, il navigue entre 50 à 100 heures. Tout le reste du temps, il est au port. Et au port, il est inutile. Et ce qui est intéressant avec notre bateau, c'est qu'on a des panneaux solaires. Tout le monde nous dit tout le temps, ouais, vous avez une pile à combustible, c'est une énorme puissance, dans ce cas, pourquoi continuer à garder les panneaux solaires? Bon, déjà, on s'appelle Swiss Solar Boat, on ne va pas se le cacher, donc le solar dans le Solar Boat, on va éviter de se l'enlever. Et au-delà de ça, la réflexion, elle est beaucoup plus loin. C'est de se dire, sur cette année, de 50 à 100 heures de navigation, où principalement on va utiliser de l'hydrogène, au fait, toute cette énergie qu'on produit avec les panneaux solaires, on pourrait la reverser au réseau. Donc ça veut dire, au port, on pourrait venir se brancher au réseau, reverser cette énergie produite, et si on fait une petite étude de comparaison sur une année, toute cette énergie produite avec les panneaux solaires pourrait servir à produire les 50 à 100 heures de navigation en hydrogène. Et là, on arrive dans une dimension de circularité qui devient intéressante, de partir d'un bateau où on intègre 2 vecteurs énergétiques, de comprendre que les 2 vecteurs énergétiques sont complémentaires. Un va servir plus sur l'aspect actuel, donc qui est la navigation, et l'autre sur l'aspect long terme et circularité. Tout ça, ça s'inscrit dans une dimension beaucoup plus globale, on essaie de penser beaucoup plus large, penser vraiment au-delà du bateau, et ça s'inscrit aussi par les Lausanne Nautic Innovation Days. Petit scoop que je vous donne ici parce qu'on n'en a pas encore parlé officiellement en termes de communication, et c'est une manifestation sur laquelle Swiss Solar Boat collabore avec d'autres acteurs comme Mobifly, Seabubble, Zest, Real Team et encore d'autres. Et l'idée pour nous, c'est de se rassembler dans cette idée de hub, de cluster de la mobilité nautique durable. Au fait, le fait de rassembler des personnes de différents secteurs, à la fois politiciens, dans le domaine infrastructure, dans le domaine production énergétique, constructeurs aussi de bateaux sur foil, le fait de pouvoir tous se rassembler, c'est aussi de partager de la connaissance. Et je pense qu'on a tous ce but-là au fond de nous, autant au sein de l'association en tant que membre et de transmission, mais aussi dans un même secteur pour pouvoir avancer plus vite et plus loin. Donc c'est Lausanne Nautical Innovation Day, vous pouvez déjà noter les dates du 4 et 5 octobre 2025, on se réjouira de vous croiser sur les quais d'Ouchy. Elle sera accessible pour tous et le but pour ça aussi de la préparer, c'est de planifier des workshops. Le but de ces workshops, c'est d'avoir des petits groupes de travail sur lesquels on peut aborder différentes thématiques de problématiques qu'on a, problématique du port qui n'est pas encore assez adaptée à ce genre de technologie et beaucoup plus loin que ça. Et le but, ça va être pour nous de présenter les solutions et présenter les avancées de ces workshops lors de ces Lausanne Nautical Innovation Days qui auront lieu chaque année et qui seront un rendez-vous annuel sur lequel on pourra exposer ces avancées, mais aussi se placer en tant qu'acteur pionnier avec les PFL et nos innovations. Je pense que c'est important maintenant de prendre un peu de recul et de se rappeler d'où on part et vers ce qu'on entend. On a beaucoup de buts dans l'association. Il y a le but de l'éducation, j'en parlais, la formation, la collaboration entre membres et aussi entre corps et PFL. On a tout ce qui va être cet aspect durabilité, qui est un point d'ancrage pour nous, qu'on a depuis le début, qui est vraiment à l'ADN de l'association. Et on a aussi tout cet aspect promotion et réseau, parce que forcément, plus on développe ces réseaux, plus l'impact est fort. Si on part sur un autre côté qui est plutôt géographique, on voit que nous, on est à Lausanne, grâce à l'EPFL, grâce au campus, grâce à ce qu'on développe depuis le début. On a aussi cet ancrage à Ouchy qui va bientôt arriver parce qu'on vous parle de port autonome, on vous parle de beaucoup de choses, mais on peut beaucoup parler, il faut avoir du concret au bout d'un moment. Et au fait, il y a la rénovation du port d'Ouchy qui arrive bientôt. On essaye de se positionner déjà là-dedans, sur le fait d'être acteur par ces Lausanne Nautical Innovation Days, de parler avec eux de comment ce port va évoluer. Et ce qui va être intéressant pour nous, c'est que tous ces projets que je vous ai montrés avant, dans 3, 5 ans, etc., le port pourra les accueillir comme projet pilote. Et c'est là aussi où c'est intéressant de se pencher sur l'idée que l'association, oui, il faut prendre le temps, comme Rambin le disait. On a envie de cette immédiateté, mais on réalise qu'au final, avec le travail de 2, 3, 4 générations d'ingénieurs qui sont tous ici à travailler pour Swiss Solar Boat, on arrive petit à petit à mettre les briques pour quelque chose de beaucoup plus grand qui pourra servir pour la société. Et le dernier point aussi par rapport à ces sites, c'est toutes les infrastructures partagées. On le voit, le campus de l'EPFL met beaucoup de choses à notre disposition, des ateliers mécaniques, mais pas que, de l'expertise aussi. Et ça, c'est quelque chose qui nous aide vraiment pour le projet. Passons sur un autre point, qui est le point du réseau. Donc forcément que le réseau, il y a le réseau des étudiants, des alumni, parce que comme vous le voyez, chaque année, on est étudiant. Il y a bien un moment donné où il faut qu'on arrête nos études pour aller un peu plus dans le concret, même si Swiss Solar Boat nous apporte beaucoup de choses. Et au fait, tous ces alumni et ces étudiants actuels collaborent ensemble. Et c'est ça qui est beau aussi dans un projet comme celui-là, qui devient une réelle famille, c'est de voir que même après 2 ans qu'on ait quitté le projet, pour des gros milestones comme le fait de mettre à l'eau le bateau ou d'autres choses, on sait qu'on va tous se retrouver, vivre des moments forts. Autant pour Monaco, j'en parle même pas. Donc c'est beau de pouvoir compter sur l'expertise de certains, de pouvoir en rappeler certains à la rescousse quand on est vraiment perdu et qu'on ne sait plus quoi faire. Et on a de la chance de pouvoir compter sur tout ça.
Un autre aspect, c'est les partenaires industriels. Bon, certains d'entre vous sont là. Merci déjà de votre présence. Et on sait qu'on ne pourrait pas faire tout ça sans vous. Je pense que c'est hyper important de se dire qu'il y a l'aspect académique qui est très intéressant, mais qu'il faut avoir cette complémentarité du secteur industriel pour une expertise, pour du matériel. Et que tout ça, c'est ce qui nous permet d'être capable de faire un bateau comme celui-là, parce qu'à nous seuls, et au vu du budget que ça représente, on n'aurait pas les capacités de le faire. Et le dernier point, c'est aussi tout ce qui est les services publics, parce que forcément, bon, l'EPFL est une école publique, mais au-delà de ça, quand on collabore pour les Lausanne Nautical Innovation Days, on parle avec des politiciens, on parle avec des gens qui sont là, tout ce qui est dans les aspects portuaires, et tout ça, au fait, ça rassemble des gens de plein de milieux différents, mais de nouveau, l'union fait la force, et je pense que, voilà, le fait, des fois, c'est compliqué de pouvoir rassembler tous les gens autour d'une même table, mais une fois qu'on arrive à le faire, on arrive à pousser les choses beaucoup plus loin, et je pense que ça paiera pour le futur. Je vous rassure, ça se termine bientôt. D'un point de vue projet, ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on propose des prototypes. C'est important de le rappeler. C'est des prototypes sur le fait qu'on développe plein de technologies, qu'on essaye de faire un peu un mix de plein de choses qui peuvent marcher ensemble. Ces choses-là, on essaie de les réfléchir, mais on les réfléchit surtout en termes de formation. Donc des fois, les gens nous disent que ce n'est pas forcément la solution la plus idéale, ce n'est pas forcément la solution qu'on verrait implémentée partout, mais l'important pour nous, c'est de montrer que c'est possible. Il y a aussi l'aspect des événements, on en parlait avec le Monaco Energy Boat Challenge, où on va participer en tant que compétition, mais le fait de créer aussi nos propres compétitions. Si vous nous suivez depuis assez longtemps, on en parle tout le temps, de se dire on va créer une compétition sur le lac Léman. Pour ceux qui connaissent bien, il y a le ruban bleu qui existe, et nous on aimerait créer le ruban vert, qui est une compétition du coup de bateaux zéro émission, qu'on va commencer à mettre en place petit à petit dans les prochaines années, peut-être l'année prochaine avec chance. Et le but pour nous, c'est de poser ce premier temps symbolique avec le REF comme moment emblématique. Et le dernier point là-dessus, c'est les idées folles, parce que honnêtement, je pense que des bateaux comme ça, ils n'arrivent pas sans idées folles. Et il y a plein de choses. L'important à retenir de ça, c'est juste de dire que le projet ne va pas s'arrêter là. Je vous rassure, on va commencer à aller l'année prochaine à Monaco, mais il y a une longue suite pour ce bateau-là, et ça va réserver de belles choses. Vous le voyez, tout ça, ça forme une forme d'écosystème, et c'est ça qui est important, c'est de se dire, au départ, il y avait cette idée d'aller à Monaco avec un premier bateau. On décide de créer un deuxième bateau, mais pas juste de reproduire le passé, pas juste d'aller à une compétition, cette fois de prendre du recul, d'aller beaucoup plus loin, et ça construit des écosystèmes comme cela. Ça part d'une équipe de gens hyper motivés, et il y a encore tous les anciens, mais c'est aussi rendu possible grâce à tous les partenaires qui nous accompagnent. On partait de 20 membres, peut-être 5, 10 partenaires, et on en arrive maintenant, après un certain nombre d'années du projet, à un écosystème de plus de 50 partenaires et plus de 80 membres. Donc merci pour tout ça. On ne va plus vous embêter avec du blabla, mais maintenant on a un petit moment privilégié qu'on aimerait partager avec vous. Donc je tiens à remercier Josua, qu'on pourra applaudir à la fin, qui nous a réalisé un petit court-métrage. L'important, c'était de pouvoir retracer un peu toute l'histoire de l'association. Donc bon visionnage. SSB, c'est une folie. C'est des étudiants qui n'ont pas de limite, c'est un projet qui est incroyable, c'est une expérience humaine qu'il faut vivre une fois dans sa vie. On commence par un projet, on se dit c'est déjà immense. Après on se dit on va aller plus loin. On a la masse critique pour commencer à faire vraiment du transfert de technologie. Et puis on peut apporter une petite pierre à l'édifice pour essayer de rendre la société un peu plus durable, un peu plus intelligente. À l'époque, il n'y avait pas de projet MEC. C'était un petit peu la mise en place de la scène. Et en 2013, on a monté la première équipe pour participer à Hydrocontest 2014. Et dès le départ, on s'est vraiment dit que le but, c'est d'essayer des nouveaux trucs, de stimuler les étudiants, de les pousser à réfléchir. Donc c'était assez clair qu'on n'allait pas faire du copier-coller de trucs existants, mais qu'on allait prendre des formats un petit peu exotiques. Voilà, on s'est amusé avec plein de concepts. On a testé un premier bifoiler, un bateau torpille avec le transport de cargo sous l'eau. Après, il y a eu un deuxième bifoiler. On a fait un navire à effet de surface, donc un hybride entre un catamaran et un bateau sur coussin d'air. Hydrocontest, c'était un peu la phase start-up où on a pu tester plein de trucs en fait. Ça a fait monter l'envie de vouloir créer un projet beaucoup plus grand, parce que radiocommandé c'est chouette, mais pourquoi pas mettre un pilote sur le bateau. De là, on est venu cette idée de on va se challenger, on va rajouter un pilote et on va aller se tester à une compétition qui est le Monaco Energy Boat Challenge, qui est une compétition réputée entre universités, et donc pour ça de développer un bateau sur foil qui intégrait à la fois des batteries et des panneaux photovoltaïques. On est parti du Baby Prao, qui était inspiré au fait du design de pirogues polynésiennes. Et au fait, ce design-là a servi de base de développement pour le DAU.
pense, le design le plus marquant et c'est pourquoi on aime ce Dahu, c'est le côté asymétrique. Pourquoi avoir fait une coque plus courte que l'autre? Je crois que chaque année, j'ai la question à peu près 10-15 fois. Je leur réponds pourquoi pas. Ça servirait à quoi d'avoir 2 longues coques qui engendrent beaucoup plus de traînée et de poids lors du vol. Fin 2020, je suis arrivé dans l'association et on était sur le point d'assembler les coques et le pont du Dahu. Et en fait, on voit de nulle part, en fait, on voit le bateau se construire sous ses yeux. Et c'est clairement assez impressionnant. Depuis l'été 2020 jusqu'au Monaco 2021, pouvoir voir vraiment l'assemblage du bateau, la première mise à l'eau. Et après, du coup, c'était une sensation incroyable et vraiment magique pour le coup. Quand tous ces étudiants se sont mis ensemble, en fait, c'est là où on a vu la magie du bateau et il a commencé à d'abord naviguer. Puis voler. On a volé 1 heure, 1h30 avant d'arriver à Monaco. Et après, à Monaco, on est arrivé à 20-30 étudiants. Une équipe d'étudiants fous, tous habillés en rouge comme des bons Suisses. C'était vraiment fou de voir toute cette énergie arriver à Monaco. Et en fait, on s'est rendu compte que notre bateau était performant, que des étudiants ils peuvent partir de rien et vraiment créer des bateaux hors du commun. Le moment marquant de la 2e édition, c'était vraiment cette course de championship contre Sunclair. C'était les champions incontestés. Et on a réussi à les battre, donc on a gagné la course de championship et ça c'était incroyable. L'euphorie à ce moment-là dans l'équipe était magique. Après l'édition du second Energy Boat Challenge, on s'est réunis tous ensemble, on va se dire mais c'est quoi les prochaines étapes de ce Solar Boat en fait? Est-ce qu'on part sur un nouveau projet totalement? Mais ça veut dire recommencer tout de zéro, donc reconstruire un bateau. Et en fait c'était tout un processus de réflexion. Et après du coup toute l'association s'est dit oui, on veut aller de l'avant. On veut essayer d'apporter vraiment une espèce de touche de renouveau dans le monde du nautique. Et c'est là du coup où l'idée un peu folle est venue, de se dire il faut qu'on fasse un nouveau bateau. Dans la compétition, on était assez limité par les panneaux solaires et c'est pour ça qu'on a décidé d'ajouter un nouveau vecteur énergétique qui est l'hydrogène. En même temps, on s'est dit on n'a aucune expérience dans l'hydrogène. Est-ce qu'on ne mettrait pas une pile à combustible sur le Dahu juste pour voir? Et c'est ce qui s'est passé. On a eu entre guillemets 2 projets en simultané. C'est se dire, ok, on prend le Dahu, on continue à l'améliorer parce que ce bateau il est phénoménal, on peut encore faire des choses. Donc on vient rajouter une pile à combustible dessus. Et en même temps, on se dit, mais viens, on va faire un nouveau bateau. Et on le pense d'une telle manière pour qu'il puisse incorporer toute la technologie liée à l'hydrogène. Maintenant qu'on parle bateau à foil, électrique, avec quand même des tensions qui viennent assez élevées, l'hydrogène, et puis qu'on met le mot étudiant avec ça, on peut avoir un petit peu peur, mais si on fait les choses de façon professionnelle, on va avoir quelque chose qui fonctionne et qui est safe. Et donc là, il a fallu vraiment s'y prendre bien en avance, valider plein de checkpoints, faire des procédures de test, des procédures de validation, etc. Et au final, on a un système qui marche, donc c'est chouette. Cette réflexion-là, elle s'est inclue dans le fait de pouvoir faire cette traversée Lausanne-Evian pour de nouveau matérialiser la réussite par une victoire pour l'équipe. Quand on est parti, au départ assez tendu quand même, mais après on a vu les conditions incroyables qui nous attendaient. Et puis quand j'ai vu que rien qu'avec la batterie, on arrivait à finir à Evian, c'était vraiment très fort. Et puis on était tous grands sourires, c'était vraiment super cool. C'est parce qu'on est étudiant qu'on arrive à faire des trucs, des bateaux un peu fous comme ça. C'est-à-dire, en fait, on a plein d'idées, on les met tous sur un bateau. Du coup, le REF pour Renewable Energy Foiler, c'est le nouveau projet
Quand il y a eu cette réflexion de vouloir faire un nouveau bateau, l'idée c'était de pousser un peu tous les curseurs plus loin. Donc on voyait qu'on voulait aller beaucoup plus loin en termes de production, en termes d'efficience énergétique, en termes de réduction de l'impact environnemental, en termes d'association, parce que forcément ça demande un écosystème d'étudiants et de partenaires beaucoup plus gros. Le but de ce bateau, c'est vraiment de montrer les solutions qu'on peut apporter pour décarboner le secteur maritime. Ça passe par une nouvelle méthode de production pour la coque, qui est hybride avec un sandwich en contreplaqué et la fibre de carbone à l'extérieur. Le fait d'avoir une combinaison entre du bois et du carbone, ça nous permet de réduire drastiquement de quasiment 80% l'impact environnemental qu'on a sur la coque du bateau pour augmenter que 20% en termes de poids. En plus de ça, c'est un bateau avec 2 vecteurs énergétiques qui sont les panneaux solaires et une pile à combustible avec des réservoirs à hydrogène. Le but, c'est un peu de montrer justement qu'il est possible d'intégrer toutes ces innovations sur un bateau, que c'est faisable et qu'il faut pousser vers cette voie-là pour l'avenir du secteur maritime. Mais au-delà de ça, je pense que le plus important, c'est nous en tant qu'étudiants, c'est qu'on apprend tellement de savoir que maintenant je suis capable en tant qu'ingénieur de réaliser comment je vais produire ma pièce et que ça ne se contente pas que à la théorie qu'il y a derrière. Et ça, en vrai, c'est vraiment trop cool. Du coup, l'été dernier, en 2024, on a produit la coque avec les flotteurs à Fribourg. À la fin, on a pleuré. Parce qu'on était tellement contents de ce qu'on avait fait. Beaucoup ne croyaient pas en nous, avec la production de la coque, des flotteurs et de toutes les cloisons intégrées dans le bateau. Ça s'est joué à la semaine près, mais c'est exceptionnel. On a ramené le bateau dans notre local à Bussigny et toute cette nouvelle année académique, depuis septembre 2024 jusqu'à maintenant, on a continué notre phase de design et de production. En plus de ça, en parallèle, on avait tous nos différents bancs de test parce que d'un point de vue ELEC, il faut pouvoir valider les composants hors du bateau avant de pouvoir les intégrer. Et l'idée, c'est que cet été, on continue la production pour pouvoir intégrer tous les éléments en septembre l'année prochaine. Et de septembre à décembre 2025, l'idée, ce sera de terminer un peu cette production et cette phase d'intégration de tous les éléments pour espérer pouvoir mettre le bateau à l'eau en début d'année 2026, fin 2025. Et au fait, c'est là que la réflexion, elle va beaucoup plus loin. Les bateaux de plaisance, de manière générale, ils ont 50 à 100 heures de navigation et tout le reste du temps, ils sont au port. Et au fait, tout le reste du temps, avec les panneaux solaires, ils pourraient produire de l'énergie qui serait reversée au réseau. Et là, on parle de cet aspect de vehicle to grid, donc c'est reverser au réseau l'énergie qu'on produit. Et là, ça commence à créer cette boucle d'écosystème un peu plus circulaire et fermée. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que sur une année de production des panneaux solaires au port, on pourrait produire l'hydrogène qu'il nous faudrait pour ces 50 à 100 heures de navigation. Là, on est sur une dimension de projet qui est vraiment impressionnante. La société a besoin d'une réponse, enfin de plein de réponses en fait. Il n'y aura pas une réponse à tous les problèmes qui se posent à nous, mais on est dans une phase qui est très challenge parce qu'il y a le changement climatique, il y a plein de problèmes de société à résoudre. On ne va pas tout résoudre, mais on va pouvoir amener des petites pierres à l'édifice et ça veut dire que du boulot, c'est bon, il y en a encore pour longtemps. Donc voilà, c'était un chouette moment, un moment qui nous tenait à cœur de pouvoir retracer toute cette histoire de l'association. Je pense qu'on est juste tous à commencer en disant non, j'ai pas le temps et à finir complètement passionnés du projet. Ça, c'est rendu possible aussi aux gens qui nous encadrent. Donc je pense qu'on peut faire un tonnerre d'applaudissements pour Robin Amaché qui nous soutient depuis le début. Et puis, comme l'a dit Maëlle, on a la chance du coup d'avoir Robin qui nous guide chaque semaine, chaque semestre avec tous ses dessins. Mais après, faut pouvoir mettre tout ça en place, réaliser tous ces designs. Et ça, c'est possible que grâce à une équipe qui est soudée, qui est à fond. Alors du coup, avec Maëlle, on tenait à remercier tous les membres de l'association pour le travail que vous avez fait cette année. Et bravo à vous. Merci encore.
Et maintenant, pour le clou du spectacle, avant l'apéritif, je vous promets, qui est caché derrière ce rideau, j'aimerais que tout le monde puisse nous suivre et on va aller clôturer cette conférence par un événement qui va être assez symbolique pour nous. C'est la première fois que notre bateau est sur le campus et on vous invite à nous suivre pour aller le voir. Merci. On laisse comme ça, c'est bon. Je vous propose qu'on aille l'idée un peu la voix, comme ça on se met déjà en place.